Ah. Ah. Les amis, enfin de retour après quelques semaines d'absence, et enfin 2016, oui, enfin, attendez, 300 abonnés, je viens de m'en rendre compte, putain. Et en plus de ça, pourquoi étais-je absent pendant tant d'années? Eh bien, c'est parce que je reviens du Japon, le pays du soleil levant, eh ouais mon gars. Et j'ai découvert dans un temple sacré, un temple shintoïste, cette relique, cet ouvrage qui détient en fait tous les secrets des mangas et la fin de tous les mangas. Et non, je déconne, j'étais juste en train de réviser mes partiels en fait. Bon, non, je n'ai pas la fin de One Piece et je n'ai pas la fin de Bleach, mais avec mes vidéos discussion et mes vidéos théorie, je peux tenter d'essayer. J'ai du mal à parler en ce moment. Non, je peux essayer de découvrir avec vous des éléments de l'histoire, de mettre le doigt sur des éléments que les chapitres ne nous donnent pas directement. Alors, en parlant de chapitres, là on est jeudi, et qu'est-ce que je vois? Bah, rien, justement. Bon, j'ai vu il y avait des spoilers, mais je suis pas allé les regarder parce que... Premièrement, je me demande si je vais pas faire une live, une réaction. Et puis, les spoilers, c'est quand même un petit peu... c'est pas top, quoi, on va pas se mentir. Bon, alors, les amis, pour tout vous dire, là, c'est ma seule journée où j'ai rien pendant mes partiels. Et j'ai révisé, donc là je suis un peu tranquille. Et j'ai envie de faire une petite vidéo comme ça, tranquille, pépère, sans se prendre la tête. Bon, j'ai quand même écrit 2-3 petits trucs pour pas trop me perdre dans mes idées, mais l'idée est là. Donc, vous l'avez lu sans doute sur le titre de cette vidéo, j'aimerais parler, avant de commencer à faire mes bilans sur les deux combats qu'on vient de voir avec Kyoraku et Mayuri, j'aimerais qu'on revoie un tout petit peu nos vieux espadas et finalement un peu faire une rétrospective en fait, en attendant de commencer un peu mes discussions, mes avis sur les combats qui mettront en fait en rapport ces combats avec ceux qui ont été menés auparavant contre les espadas. Et donc là j'aimerais, c'est pas très clair ce que je dis mais attendez, accrochez-vous, j'aimerais en fait revenir sur les parallèles qu'on peut trouver entre les Stern Ritter et les espadas. Et il y en a plus d'un, et d'ailleurs plus que l'on pourrait le croire. Donc je vais les lister comme ça, et puis bon bah après si vous avez d'autres idées, allez-y, mettez vos idées dans les commentaires, hein. Moi je regarde toujours vos commentaires. Et du coup voilà, je vais juste là faire tranquille. Bon, je vais y aller parce que sinon je vais faire 30 minutes d'intro et ma batterie tiendra pas. Donc premièrement, déjà je vais lister par espada, ce sera bien plus simple. Il faut savoir aussi, vu qu'il y a moins d'espadas, je vais prendre aussi des arankars. Et les espadas, c'est... comment dire sont moins nombreux, même les arankars sont moins nombreux il me semble. Enfin, les arankars importants, parce qu'évidemment si on prend tous les arankars, tous les fractionnes, bon, évidemment il y en a plus que les Stern Ritter, mais les Stern Ritter, il y en a autant que de lettres dans l'alphabet, donc techniquement, bon... On avait 10 espadas avec un peu plus avec les Privaron, mais à part ça, bon, ça reste beaucoup moins nombreux que les Stern Ritter. Pour commencer, donc, je vais parler d'Ulquiorra. Ulquiorra, je trouve qu'il ressemble pas mal à Ashvald en fait, pour plusieurs raisons. Parce qu'il est blond, donc non, déjà non. Non, Ulquiorra parce que il a cette espèce d'aspect serviteur du grand méchant, Aizen ou Joabak, mais dont on ne sait pas vraiment pourquoi, le pourquoi de son action. C'est vrai, Ulquiorra, je veux dire, il est assez fantomatique, spectral dans son amour d'Aizen, je trouve, son amour, sa dévotion à Aizen. Le gars, il se bat pour Aizen-sama, mais de manière assez froide et puis assez robotique. Exactement de la même manière que Ashvald a trahi d'ailleurs Basby et a commencé à servir Joabak. On ne sait pas réellement pourquoi. Il y a une espèce de lien, de relation maître-serviteur assez creuse, assez froide et assez robotique, je dirais.
Et de la même façon, Ashvald et Ulquiorra ont cet aspect très très calme et ce trait de caractère, ils ont donc ce trait de caractère commun qui leur donne cette espèce d'aspect voilà, très très froid, très très jamais énervé, toujours très rationnel. Et j'aimerais bien voir un peu plus d'Ashvald, mais en même temps je me demande si ça risque, si on en découvre plus sur Ashvald, peut-être qu'il pourra plus se rapprocher de Gin, parce que si on imagine que Ashvald, qui au départ souhaitait la mort de Joabak, a continué de servir Bak, mais en faisant semblant d'être son serviteur, simplement pour être capable plus tard de le tuer ensuite derrière son dos. Il aurait d'ailleurs pu prévenir Basby de son plan, si c'était ça son plan. Et ben là, il ressemblera beaucoup plus à Gin, dont la principale motivation était d'abattre Aizen, mais une fois qu'il était absolument sûr de détenir tous les avantages pour le battre. Connaître exactement tous ses secrets, Kudo Kyoka Suigetsu, savoir qu'il faut absolument toucher la lame pour ne pas être affecté par le pouvoir d'illusion, savoir à quel moment exactement il pourrait faire ça. Enfin bon, peu importe, mais pour l'instant, je trouve qu'il y a quand même un assez fort parallèle entre Ashvald et Ulquiorra. On peut également dire qu'il y a un parallèle entre Ashvald et Haribel au niveau des sourcils et de leur couleur blonde des cheveux, parce que c'est vrai qu'ils sont assez similaires de ce point de vue-là, mais ça reste assez cosmétique, c'est juste leur aspect pour l'instant. Ensuite, j'aimerais parler d'Askin et de Gin. Déjà, ils ont in dans leur nom, eh oui, ça c'est à prendre en compte. Et également le fait que Gin a cette espèce de côté un peu troller qui est assez similaire à Askin. Askin, il est également dans cette démarche un peu à la Deadpool, toujours un peu à la petite phrase, côté un petit peu comédie, et toujours un peu en tournant dérision des situations graves. Gin, ça a toujours été comme ça, il a toujours eu ce petit sourire en coin, et qui est un petit peu le même que Askin. Même si Askin, d'une certaine manière, est un peu différent quand même, parce que lui, sa façon de troller, elle est parfois un petit peu à double tranchant, parce qu'il se fait troller lui-même. Ce qui est assez peu le cas avec Gin. Gin reste très souvent un peu au-dessus de tout, quoi. Également, on pourrait noter le fait que Gin a le thème du serpent autour de son perso, notamment grâce à Kameshini no Yari, enfin le bankai avec du poison dedans, puis aussi le fait qu'il dise lui-même qu'il s'est comporté comme un serpent face à Aizen, qu'il était en train de... Toute sa vie, il a caché ses réelles motivations, donc voilà. Et le fait d'être trompeur, hein, c'est vraiment une caractéristique du serpent. Et également le fait que son bankai soit lié au poison, ça rappelle donc Askin. Askin, son pouvoir est lié aux substances. Bon, c'est lié plus généralement aux substances et aux doses létales. Mais tout le monde sait que justement le principe de son pouvoir, c'est que pour chaque dose létale, pour chaque substance, pardon, à partir d'une certaine dose, la substance, même si elle était bonne auparavant pour le corps, elle devient un poison. Donc il y a cet aspect-là qui tourne autour du poison pour ces deux personnages. Ensuite, j'aimerais parler de Toussaint. Toussaint ressemble absolument en tout point à Lily et Barreau. Déjà, c'est deux persos noirs. Deuxièmement, c'est deux persos noirs qui se transforment en une forme qui les rendent, d'ailleurs, premièrement, qui les rendent très arrogants alors qu'avant ils étaient très calmes. Lily Barreau était très calme, rationnel, il analysait les situations. Toussaint était toujours très calme, toujours très raisonné, en parlant de la justice. Voilà, il voulait jamais faire des fusions de sang. Lui, ce qui l'intéressait, c'était comment gagner le plus rapidement possible sans faire trop de violence, sans faire trop acte de violence. Donc voilà un petit peu déjà deux premières choses à noter à propos de ces deux persos. Également, il y a l'idée qu'ils ont une troisième transformation qui là, de ce point de vue-là, les transforme complètement en monstres. Et les deux se transforment en monstres. Il y en a un qui se transforme en criquet et l'autre en espèce de cocatrix chelou. Donc voilà, je trouve que c'est d'ailleurs pour les deux une transformation qui m'a déçu. Personnellement, j'ai toujours trouvé que, premièrement, le changement de caractère de Toussaint et également celui des Barreau contribuait à détruire un peu le personnage. J'aimais beaucoup l'idée que Barreau était quelqu'un de très rationnel. Et contre Kyoraku, c'était au début les premiers instants du combat, quand Kyoraku était encore en Shikai, était formidable, j'ai toujours trouvé. Donc, je vais pas parler tout de suite de mon avis sur ce combat parce que ça sera pour une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, je trouve que leur changement de forme et également de caractère ont contribué un tout petit peu à détruire ces personnages, même si effectivement dans l'histoire, en tout cas pour Toussaint, ça s'explique réellement. Toussaint a caché sa réelle motivation durant tout ce temps, un petit peu d'ailleurs comme Gin, mais à l'envers. Toussaint était un méchant, entre guillemets, hein, c'est bien sûr tout est relatif
dans ce genre d'univers, mais qui était en fait son but c'était de se venger des Shinigami. Donc voilà. Même s'il avait quand même un code de justice. Hein. Je repense à ce que je dis quand même, tout ça avait un code de justice. Mais bon. Également, il y a ensuite Stark. Et Stark, là, le seul gars avec lequel j'ai pu faire un lien, c'est Akutron. Robert Akutron, c'est comment dire, c'est comment il s'appelle, c'est le commissaire Gordon dans Batman. À Gotham. C'est voilà, c'est le mec à moustache qui se fait tuer par la lumière divine de Bach. C'est un peu dommage, d'ailleurs ce personnage a été très peu utilisé et on n'a même pas vu son pouvoir, son shrift, le pouvoir de sa lettre. On l'a vu en Volstandig, mais on ne l'a pas vu utiliser le pouvoir de la lettre. D'ailleurs, on sait même pas son... Mais attendez, on sait que c'est le Sternritter N, mais on sait même pas son nom en fait. On sait pas le nom de N. N machin. On ne sait même pas ça. Donc est-ce qu'on le saura plus tard dans un SBS ou je sais pas quoi, ou peut-être plus tard dans un flashback, voyons voir. Ce sera peut-être intéressant de savoir ça. En l'occurrence, elle ressemble énormément à Stark parce que les deux se sont battus contre Kyoraku et les deux maîtrisent 2 pistolets. Franchement, là enfin, je sais pas, mais c'est carrément une vision miroir. Après, au niveau de l'utilisation du personnage, évidemment, rien à voir, puisqu'il y en a un qui est clairement un personnage très mineur, tandis que l'autre est un personnage assez important, du moins dans l'arc dans lequel il se trouve. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne Zomari, eh bien, ça paraît assez évident, c'est Pépé. Pépé et Zomari sont 2 personnages noirs, qui également se battent tous les deux contre Byakuya. Et ils ont la capacité, tous les deux, à leur manière, mais tous les deux, d'avoir un pouvoir de contrôle, de manipulation sur les choses ou les gens. Et en ce qui concerne Pépé, c'est d'ailleurs davantage plus sur les gens, mais dont le pouvoir prend un peu son thème dans l'amour. Pépé c'était clairement ça, c'était The Love d'ailleurs, hein, et puis c'était l'idée que voilà, il lançait un petit rayon comme ça sur les personnes et elles étaient touchées par son amour, et puis et voilà, puis à partir de là ils étaient un peu obligés de le servir comme une espèce de voilà, d'amour aveugle. En ce qui concerne Zomari, c'était un petit peu plus métaphorique l'idée de l'amour, puisque là c'était davantage c'était la folie de Zomari d'un moment qui prenait le dessus et il disait voilà accepte mon amour, c'est complètement chelou, mais c'était un petit peu ça qu'il disait. Et revoyez d'ailleurs l'animé hein, si vous vous rappelez pas de cette scène où il balance tous ses yeux là comme ça, et c'est un peu une forme de séduction par le vaudou. C'est vraiment curieux, mais c'est encore une fois très similaire à Pépé. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, on a Yami. Et Yami, évidemment, il est il ressemble énormément à Gérard Valkyrie. Il ressemble beaucoup à Gérard Valkyrie parce que son pouvoir, tout simplement, consiste à grandir, à gagner en force et à se transformer en géant. Également, on peut noter le fait qu'ils parlent tous les deux très très fort, ils parlent haut, quoi, ils ont un caractère très, très haut en couleur, très fier à bras, quoi, c'est des gros bras, donc voilà. Voilà, le principe de force grandissante, quoi, qui est un thème qu'on retrouve un peu avec d'autres personnages comme Masque masculine ou même Driscoll Bercy. D'ailleurs, Driscoll Bercy, vraiment également, lui, pour moi, un copycat de Yami, mais il est assez peu c'est un personnage vraiment très très mineur, donc bon, je l'inclus vraiment de manière anecdotique ici dans cette liste. Ensuite, alors attention, ce prochain parallèle est un petit peu plus attiré par les cheveux, mais vous allez voir qu'il est assez intéressant. C'est Noitra, et vous savez avec qui je le lis, Noitra? Eh ben je le lis à Grémy. Eh ouais, je le lis à Grémy. Eh bien, tout simplement parce que, en fait, premièrement, ce sont tous les deux des adversaires de Kenpachi. Alors vous allez me dire, ouais, mais enfin bon, ça ne fait pas d'eux forcément des frères jumeaux, quoi. Je sais pas parce qu'ils se battent, ils ont eu le même adversaire que forcément ils se ressemblent. Mais en fait, ils se ressemblent en un point précis. C'est vrai que au niveau de la façon de se battre, ils sont absolument, mais alors hyper opposés. Il y en a un qui est une espèce de guerrier qui se base principalement sur la force, et l'autre qui est une espèce de maître de l'imagination qui finalement est un adversaire qui est tout sauf un guerrier, un mec qui aime le corps à corps. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ils se ressemblent sur un point, pardon,
c'est que les deux ont proclamé être les plus forts de leur catégorie. Noitra arrêtait pas de dire, avant qu'on sache que c'était le 5, il arrêtait pas de dire « Oui, je suis le plus fort des espadons, gna gna, voilà. » Et Grémy, à Kenpachi, a déclaré lui-même qu'il était le plus fort des Stenritter. C'est quand même très marrant que les deux adversaires de Kenpachi aient dit exactement la même chose à des arcs de différence. Et pourtant, je pense que c'est assez pour pouvoir lier les deux. Ensuite, on a Grimmjow. Et Grimmjow, bah, en fait, tout le monde a tout de suite, et même moi compris, hein, a tout de suite lié son perso à Bazz-B. Je veux dire, Grimmjow et Bazz-B, c'était tous les deux des mecs un peu beaux gosses rebelles, comme dans le style, et qui se battaient, qui étaient assez rebelles dans leur organisation, c'est-à-dire Sternritter et Espada, et qui n'hésitaient pas à se battre contre le Ulquiorra de la bande, c'est-à-dire pour moi Ashvalt, et donc pour Bazz-B Ashvalt, et pour Grimmjow Ulquiorra, et qui étaient très grande gueule. Les deux sont très grande gueule, les deux sont très stylés, et les deux sont finalement des personnages qui ont séduit les lecteurs et qui les ont vraiment marqués. Donc pour moi voilà, les deux ça suffit vraiment, et c'est exactement le même type de personnage hein, quand vous y pensez, à part qu'effectivement leur motivation était différente. Mais ça reste des rebelles, hein, bon, et puis ils sont très stylés. Donc pour moi je trouve qu'il y a vraiment une similitude là-dedans. Mais il faut dire aussi que Bazz-B ressemble étonnamment et énormément à un Arrancar, un Fraction, qui est apparu mais que très peu dans le manga, mais vous allez voir, il ressemble énormément à ce gars, c'est Edrad Liones, ou Eduardo Liones. Eduardo Liones, il a une crête rouge, et il a un pouvoir qui consiste à balancer des espèces de vagues de flammes énormes. Et sa résurrection c'est Volcano ou un truc comme ça. Quand vous regardez le personnage de Bazz-B, vous comparez à Liones, mais c'est clairement un copycat de Bazz-B. C'est vraiment exactement la même chose. Simplement, Liones est vraiment un personnage extrêmement mineur, c'est pourquoi effectivement les gens ne font pas forcément y penser. Mais quand vous regardez le perso, je vous dis mais c'est ouf, c'est quasiment la même chose, on a l'impression que Kubo a voulu recycler son perso et en faire quelqu'un de mieux. D'ailleurs, petite aparté, j'ai trouvé que Edrad Liones c'était un personnage qui était assez cool, malgré le fait qu'on ne le voit que très peu dans le manga, c'est celui qui réussissait à quasiment vaincre Ikkaku en mode Bankai, malgré tout il se fait quand même battre. Mais il parvient à casser quand même le Bankai d'Ikkaku, donc c'est un personnage qui est... C'est dommage de ne pas l'avoir vu un peu plus, mais en tout cas très clairement une inspiration pour Bazz-B, ça c'est sûr. Ensuite on a un autre personnage qui est Xiaolong. Et oui, Xiaolong, rappelez-vous, c'était cet Arrancar qui faisait partie des Fractions de Grimmjow. Et c'était cette espèce d'Arrancar dont on savait qu'il était un des premiers Adjukas à avoir été... que je dise pas de bêtises. Oui, c'est un Adjukas. Et c'était un des premiers Adjukas à être Mais non, attendez, je dis une bêtise. Tac. Qu'est-ce que c'était un Adjukas parce qu'on l'a vu en forme... Il me semble qu'on l'a vu en forme... Ménos. Vous savez, les gros holos avec les masques. Je dois mélanger un peu tout là, mais enfin bon, peu importe, c'est pas vraiment là où je veux en venir, hein, de toute manière. Mais Xiaolong était un Arrancar assez mémorable parce qu'il était très sage et très intéressant en fait. On l'a vu que très peu, mais on l'a quand même un petit peu aperçu ensuite, après sa mort dans le flashback avec Grimmjow. Mais rien que même s'il se fait battre, hein, mais contre Toshiro, il avait fait preuve d'une grande... il m'avait impressionné, voilà. Il m'avait impressionné, le gars. Il avait été assez intelligent, il avait utilisé ses pouvoirs de manière assez habile, et j'avais trouvé que cet Arrancar était assez cool. Et, de fait, en forme holo, avant de devenir un Arrancar, et même en fait en forme Arrancar, on le voyait, en forme holo, il avait une espèce de masque qui est exactement le même, à peu de choses près, que celui de BG9. BG9 et Xiaolong partagent exactement cette même tête. Vraiment, c'est la même, hein, c'est assez dingue. Et également, on peut pousser même le lien entre les deux. Xiaolong, quelqu'un qui était assez, comme je l'ai dit, intelligent, qui analysait bien les pouvoirs de ses adversaires. Et BG9, son pouvoir, c'est justement d'analyser ses adversaires, pour pouvoir avoir des conclusions limite c'est une machine, une forme de machine d'ailleurs, hein, BG9, c'était une sorte de cyborg, si ce n'est d'ailleurs un robot tout court.
Ah tiens, en voilà un autre dont on aimerait avoir plus d'informations, BG9, mais bon, tant pis, a priori il est mort. Bon. Et donc voilà. Mais Xiaolong, on peut également le lier à Kangdu, parce que Kangdu, comme assez peu d'ailleurs d'autres personnages dans Bleach, partage en fait cette espèce de nom qu'ils ont un peu à la tendance chinoise. On a Xiaolong, on a Kangdu, on a aussi, il me semble, comment il s'appelle là, le gros Arrancar un peu en mode baleine là, qui s'était battu contre Komamura. Donc les deux partagent ça. Également le fait que Kangdu, son arme, il avait des espèces de griffes, un peu à la Wolverine, exactement de la même manière que Xiaolong avait des espèces de grosses griffes quand il passait en très pointu, là très longue, qui ont y passé en mode résurrection. Donc voilà. Ensuite, un autre intéressant, c'est à propos de Baragan. Et Baragan, c'était un personnage qui était vraiment donc, très haut du classement en termes de pouvoir, et j'ai trouvé que son pouvoir avait une certaine forme de parallèle avec celui de Pernida. Et c'est vrai, quand on y pense, Pernida et Baragan ont tous les deux des pouvoirs qui semblent être absolument inarrêtables, instoppables. Baragan, c'était littéralement le temps, mais c'était tellement développé à une échelle surdimensionnée dans l'échelle de la badasserie et du baroque, quoi, que on voyait même que Baragan faisait voilà, vieillir tout. Il faisait vieillir les bâtiments autant que les gens, donc c'était vraiment complètement OP. Et Pernida, quand même, avait un pouvoir qui était absolument dingue également. Je veux dire, enfin, avait d'ailleurs, on ne sait même pas si Pernida... on verra pas plus de Pernida dans des flashbacks ou même plus tard, parce que son statut de main gauche du roi des âmes nécessite quand même un retour sur ce perso dans l'histoire. Donc Pernida a un pouvoir qui est quand même très étrange et surtout très OP et cheaté. C'est un pouvoir qui semble vraiment être de destruction massive, quoi. L'espèce de côté, les nerfs qui s'insinuent absolument partout, qui s'insinuent dans les murs, dans les personnes, et donc ça c'est par rapport à leur pouvoir, mais également dans l'idée que les deux étaient alliés au titre de roi. Pernida était la main gauche du roi des âmes, tandis que Baragan était lui-même le roi du Wikomundo, du moins l'ancien roi du Wikomundo. Ensuite, donc, on pouvait établir un parallèle entre Aronhiro et Aznoth. Premièrement parce que les deux sont des créatures, des personnages qui jouent avec les émotions de leurs adversaires, notamment donc les deux d'ailleurs contre Rukia, les deux contre Rukia, mais bon, également contre Byakuya pour ce qui est de Aznoth. Mais Aronhiro, voilà, lui maîtrisait aimait jouer avec les sentiments de Rukia, puisqu'il lui avait montré la figure de Kaien avant d'apparaître sous sa réelle nature, mais voilà, il savait très bien que Kaien était une personne importante pour Rukia. Et en ce qui concerne Aznoth, tout simplement, c'était le maître de la peur, des angoisses et des phobies, donc évidemment que c'était un maître des émotions. Également, on peut dire qu'en forme Volstagnig et en forme Résurrection, les deux se sont révélés comme étant vraiment des monstres assez effrayants. Enfin, ma dernière évocation, ce sera celle de Zayel Aporo et de Giselle. Alors déjà, Zayel et Giselle, ça ressemble. Ah, ça ressemble beaucoup. Mais ça c'est assez anecdotique, ça quand même. C'est pas vraiment mon point principal. Mon point principal à propos des deux, c'est que les deux avaient un genre, un mâle ou femelle, assez confusant, et de fait, pour Giselle, on sait très bien que on sait désormais que c'est un trans, quoi. C'est un mec. Giselle, c'est un mec. Pour ceux qui savaient pas, c'est un mec. Mais en tout cas, Giselle pour moi c'est encore une fille dans ma tête. Je suis pas parvenu réellement à me faire l'idée que Giselle était pas une fille. Mais enfin, en ce qui concerne Zayel, c'était un peu différent. Zayel était davantage, c'était un gars, c'était pas caché. Mais Zayel, lui, était assez efféminé dans sa façon d'être, donc c'est un petit peu le penchant inverse. Ah bah non, c'est exactement la même chose. Non, je dis des bêtises. C'est la même chose que Giselle du coup. Mais Zayel, voilà, était assez efféminé, et même une fois, c'était assez marrant, il avait proposé d'aller faire visiter sa chambre, un truc comme ça, à Gin, dans un omake à la fin d'un épisode. C'était assez curieux. Et voilà, il a assez efféminé Zayel, donc voilà. Et leurs pouvoirs étaient tous les deux reliés à quelque chose de... d'un peu lié à la manipulation du corps, en ce qui concerne Giselle avec ses créations de zombies, enfin ses transformations en zombies, manipulation de zombies, et Zayel en ce qui concerne son espèce de technique qui consistait à manipuler les organes des gens après les avoir absorbés. Et puis d'ailleurs aussi faire des clones de ces mêmes personnes. Donc voilà.
Voilà un petit peu donc pour cette vidéo de reprise, hein, cette vidéo de 2016. Je vous souhaite donc une excellente année à tout le monde et à vous tous, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo les amis.